et habillé de carapace. Pas de danseur ayant la proportion humaine. Fernand Léger. Avec Francis Poulenc et Maria Freund, nous entreprîmes en 1923 un voyage en Europe centrale pour reprendre contact avec les musiciens autrichiens dont la guerre nous avait séparés. Vienne avait subi une terrible famine dont elle se remettait à peine, et elle était encore en proie à l'inflation et à la misère. Cependant, la vie artistique y continuait. J'y retrouvais Arnold Schoenberg, dont l'année précédente, j'avais dirigé la première audition en France du Pierrot lunaire. Schoenberg nous emmena goûter dans sa salle à manger ornée de tableaux peints par lui. Des successions d'autoportraits et des visions hallucinantes qui représentaient toutes des fragments de visages dont seuls les yeux étaient visibles. Comme Erika Wagner, son interprète, était à Vienne, nous eûmes l'idée d'organiser une double audition de son Pierrot lunaire. Je dirigeais la première, interprétée par Maria Freund. Schoenberg dirigea la seconde, interprétée par Erika Wagner. Ce fut une expérience passionnante. Tandis que mon interprétation soulignait plutôt les éléments sensibles, doux, subtils, transparents, celle de Schoenberg faisait ressortir les éléments brutaux, intenses, frénétiques.
Un an plus tard, en décembre 1924, les ballets suédois donnèrent relâche de Satie et Picabia. Après la première, Satie tomba gravement malade. Les médecins diagnostiquèrent une cirrhose du foie. Il mourut à l'hôpital le 1er juillet 1925. Son frère demanda à plusieurs d'entre nous de l'aider à trier les affaires personnelles de Satie avant la vente publique. Un étroit couloir avec un lavabo conduisait à la chambre où Satie n'avait jamais laissé pénétrer qui que ce fût. Il était inconcevable pour nous que Satie eût vécu dans un tel dénuement. Lui dont la mise impeccable se rapprochait par sa correction et par sa propreté de celle du plus rigoureux fonctionnaire, ne possédait pour ainsi dire rien. Avec l'ordre méticuleux qui le caractérisait, il avait rangé dans une vieille boîte à cigares plus de 4000 bouts de papier de la taille d'une carte de visite, sur lesquels il avait fait des dessins étranges et calligraphié d'extravagantes inscriptions où il évoquait des rivages enchantés. Aujourd'hui, 28 avril 1925, s'ouvre à Paris l'exposition internationale des arts décoratifs, où plus de 20 pays ont dressé leur pavillon de chaque côté de la Seine. L'Allemagne est absente, elle n'a pas été invitée. Ce qui frappe le visiteur des pavillons français ou russes, c'est l'abandon des courbes de l'art 1900, au profit de l'angle et de la ligne droite. Les arabesques et les stucs de M. Guimard vont-ils devoir céder la place aux plaques de béton et de verre de MM. Ozenfant et Le Corbusier, chefs de file de l'esprit nouveau. Dans la confusion de cette période bouleversée, beaucoup se sont accoutumés à penser sur fond noir. Mais l'œuvre de l'époque, si hardie, si périlleuse, si belliqueuse, si conquérante, semble attendre de nous que nous pensions sur fond blanc. Le Corbusier, 1925. Le pur soleil qui remise trop d'éclat pour l'y trier, tout éblouit sa chemise sur le dos du vitrier. En 1926, les rapports culturels s'étaient renoués avec la Russie. On m'engagea à diriger 3 concerts à Moscou et 3 à Leningrad. Je m'y rendis avec Jean Vienner et ma femme Madeleine. Les jeunes musiciens de Moscou étaient plus raisonneurs, plus tatillons que ceux de Leningrad, où l'orchestre Persinfance se jouait sans chef. Les musiciens s'y réunissaient par groupes, libres d'émettre leurs opinions et leurs critiques pendant les répétitions. Les Russes menaient une existence aride et difficile. Leurs fourrures et leurs vêtements étaient usés. Ils mangeaient peu, mais la volonté de rebâtir leur pays éclatait dans toutes leurs actions. Meyerhold nous invita à assister à une répétition du Revisor de Gogol, où les acteurs, payés par l'État, répétaient aussi longtemps que le souhaitait le directeur. Avant mon départ, un jeune homme aux yeux rêveurs, caché par de grandes lunettes, vint me montrer une symphonie d'où se dégageaient des dons véritables et une certaine grandeur. Son auteur, Shostakovich, n'avait alors que 18 ans. Il était encore au conservatoire.
Shostakovich, Meyerhold, Mayakovsky, Rodchenko. Depuis le vendredi noir du 24 octobre 1929 à la bourse de New York, les faillites se succèdent aux États-Unis et en Europe, où l'on craint une grave récession. Le krach de Wall Street vient de provoquer l'annulation des prêts accordés à l'Allemagne, alors que le chômage touche déjà plus d'1 million d'Allemands. Entre 1922 et 1932, je me rendis fréquemment en Allemagne où plusieurs de mes œuvres furent données en première audition. Malgré la crise économique, la vie musicale continuait d'y être très active. Bas d'embauche. Le Parti national-socialiste vient d'emporter aujourd'hui la présidence du Reichstag, où les députés nazis siègent désormais en uniforme. Après un concert que je dirigeais à la radio de Berlin, le beau-frère du compositeur allemand Paul Hindemith me fit part de ses angoisses au sujet de l'agitation politique et de son appréhension de l'avenir. Hindemith organisait à cette époque en Allemagne des festivals de musique contemporaine. C'est pour lui que je composais le premier de mes opéras minutes, L'Enlèvement d'Europe, qui durait 9 minutes. Il fut joué en 1927 avec le Mahagoni de Kurt Weill, qui durait 30 minutes. Je revois encore Hindemith en 1932, écrivant fiévreusement une musique pour piano mécanique, transcrite sur un rouleau de papier perforé. Il s'agissait d'une partition destinée à accompagner le film du cinéaste dadaïste Hans Richter, Jeu de chapeau.
Les nazis ont détruit la version sonore de ce film comme art dégénéré. Cela montre que même les objets se révoltent contre l'embrigadement. Darius Milhaud et sa femme Madeleine. Ma santé était devenue progressivement mauvaise. En 1934, cloué au lit par une violente crise de rhumatisme, incapable de travailler ou de lire, je me mis à faire des ombres sur le mur. Patiemment, pendant des heures, j'essayais des profils, des portraits, et à force de m'exercer, j'obtins des ressemblances presque parfaites. Jean Cocteau. Arthur Honegger. Papa ira au village, il rapportera une femme qui caressera ta petite Arnold Schoenberg. Dors, 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 ton papa ira au village, il rapportera une noix qui caressera Igor Stravinsky. Erik Satie. Non, 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 vous ne pouvez pas m'enfermer dans une petite boîte, il n'y a rien à faire, ni dans un système. Pourtant, vous avez une technique d'écriture musicale qui se définit comme la polytonalité. Oui, mais la polytonalité, qu'est-ce que c'est? C'est une extension de la tonalité, c'est une extension qui met à votre disposition des ressources plus amples, plus généreuses, plus grandes, mais ce n'est pas un principe, tout n'est pas polytonal, je ne suis pas assez bête pour faire de la musique que polytonale. On a tout d'un coup le besoin d'élargir son mode d'expression et de faire des petites excursions ou incursions dans les tonalités voisines ou lointaines. Et au fond, c'est une technique que j'ai travaillé très à fond pour savoir comment équilibrer soit des polytonalités d'accords, soit des polytonalités de lignes, de mélodies. Et on arrive alors à une très grande liberté. Et la grande liberté dans l'écriture de la musique est pour moi la chose primordiale. Quand du haut du deuxième étage de la Tour Eiffel, l'on contemple l'ensemble de l'exposition de 1937-1938,
un sentiment de joie et de fierté vous emplit. Les grands travaux ne sont ni un expédient contre la crise, ni une œuvre philanthropique. Ils sont une nécessité impérieuse si la France veut garder sa place au soleil et ne pas se laisser distancer par les autres nations civilisées. On sentait sourdre dans cette exposition des menaces et de sinistres présages. Un soir, tandis que nous contemplions au soleil couchant la masse énorme des drapeaux de toutes les nations qui dominaient le pont d'Iéna, ma femme Madeleine ressentit une telle angoisse qu'elle me serra le bras et murmura « C'est la fin de l'Europe ». Kulturprogramm des neuen Reiches ist von einer einmaligen Großartigkeit in der Geschichte unseres Volkes. Wenn wir trotzdem in diesen wenigen Jahren schon gewaltige Bauwerke der Nation als nunmehr vollendet vorstellen dürfen, dann nur, weil der neue Arbeitsrhythmus und das Tempo sowie die Genauigkeit der nationalsozialistischen Planung und unserer Organisationen Leistungen ermöglichen, wie sie ähnlich bisher nicht gelingen konnten. Dennoch wissen Sie, dass die wirklich großen Werke sich im Anfangsstadium des Baues befinden oder dass deren Grundsteinlegung überhaupt erst noch bevorsteht. Einer der ersten Zeugen des nationalsozialistischen kulturellen Aufbauwillens, der allein mehr wiegt als das Geschröpfel aller demokratischen Zeitungen der Welt zusammengenommen. Juillet 1937, semaine d'art allemand à Munich. Dass der deutsche Kunst geweiht wurde. Sie werden später feststellen können, ob die vorhin ausgesprochene Behauptung des deutschen Fortschritts auch auf dem Gebiet der Kunst berechtigt ist oder nicht. Accusés de promouvoir un art dégénéré, de nombreux artistes voient leurs œuvres interdites en Allemagne nazie. Parmi ceux-ci, les musiciens Hans Eisler, Paul Hindemith, Ernst Krenek, Gustav Mahler, Darius Milhaud, Arnold Schönberg, Kurt Weill. Un peu avant la déclaration de guerre, un mois avant, j'avais reçu une commande importante de la Symphonie de Chicago qui me demandait d'écrire une œuvre pour leur 75e anniversaire et m'invitait à venir la diriger. Par conséquent, au moment de l'armistice Pétain et prévoyant hélas ce qui pourrait se passer, grâce à cette demande, j'ai pu avoir mon visa américain tout de suite et je suis parti. La hantise de la guerre ne cessait de devenir plus obsédante. Depuis des années, cette pensée ne fut jamais complètement absente de notre esprit. Cependant, la vie continuait. C'était toujours la paix, n'est-ce pas? Il fallait travailler, on s'enfermait dans son travail. Que faire d'autre dans ce monde devenu fou, pris dans un étau que l'on sentait se resserrer? Je savais clairement que la capitulation implanterait le fascisme. Madeleine chargea la petite Fiat et nous partîmes sous un orage d'une violence extrême.
arrivant à New York le 15 juillet 1940, les Kurzweil, amis fidèles, nous attendaient sur le quai.